la question des principes relatifs aux principes didactiques qu'on peut mettre en place dans les classes de monde contemporain par nous enseignants. Une des problématiques, c'est qu'évidemment, dans les universités du Québec, puis pour beaucoup de conseillères pédagogiques ou même d'enseignants qui cherchent à définir un peu ou à avoir une approche didactique claire, étant donné que c'est qu'un cours dans le curriculum, il y a peu de choses qui ont été faites en recherche ou en proposition par rapport à la didactique du cours monde contemporain, peu de choses. Puis, étant donné qu'il est maintenant il est réduit à 50 heures, évidemment, je pense que certains universitaires puis certaines institutions voulaient aller dans le sens de faire des réflexions, des propositions didactiques, mais avec le 50 heures, ça a un petit peu fait patate. Donc, mais ceci étant dit, il y a quand même moyen de réussir à trouver des principes didactiques super intéressants. En tout cas, moi, je le vois dans ma pratique concrète, là, dans la transposition didactique du programme. Et puis, c'est ce que je propose de faire. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler un petit peu des thèmes du programme parce que, nécessairement, quand on va faire une transposition didactique, il y a à la fois des savoirs, des savoir-faire. Donc, commençons donc par les thèmes au programme. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans. Là. Je pense que vous les connaissez bien, mais à l'origine, évidemment, il y avait environnement, population, richesse. Ne sont pas dans l'ordre alphabétique, mais le programme, de toute façon, ne spécifie pas d'ordre. Là, hein. Quand ils sont dans le programme, c'est alors dans l'ordre alphabétique à titre indicatif seulement. C'est au choix des enseignants et des enseignantes. La séquence pédagogique. Et le dernier qui était pouvoir. Bien entendu, il y a eu la hache qui a été mise dans deux thèmes au programme, c'est-à-dire environnement et pouvoir, ce qui nous laisse que 3 programmes. Pourquoi je vous parle des thèmes au programme qui eux-mêmes portent des problèmes et enjeux? C'est parce qu'ils portent eux-mêmes le contenu du programme. Et puis, comme répondu précédemment dans une question précédente, il y a une approche de transdisciplinarité dans le programme Monde contemporain, d'où la difficulté à trouver des approches didactiques dans la littérature ou en recherche. Et l'approche transdisciplinaire, elle met de l'accent sur les perspectives historiques et géographiques, donc histoire et géographie, mais aussi les dimensions économiques et politiques. Là, ici, je parle des perspectives et dimensions pour citer le programme à la lettre. Mais en fait, c'est une approche qui met l'accent vraiment sur 4 disciplines de prédilection. Alors, le lien que je veux faire ici, c'est que quand on fait une transposition didactique, il y a des thèmes en eux-mêmes qui portent plus une discipline qu'une autre. Si je prends l'exemple de richesse, on sait bien que dans richesse, il y a un volet très très fort d'économie. Mais c'est pas le seul volet, évidemment, parce que quand on parle de fracture nord-sud ou d'ensemble où on veut situer les inégalités de répartition de richesse, évidemment, on va aller en géographie. Quand on parle du pouvoir de taxation des États par rapport, par exemple, à des entreprises qui sont dématérialisées, on pense à Netflix et compagnie. Il y a eu un scandale ici impliquant Mélanie Joly. Ça touche évidemment la sphère politique aussi, puis des choix des sociétés. Mais bien évidemment, tout le monde, on voit bien que la discipline qui est centrale pour le thème richesse, c'est économie. Population, évidemment, et puis même chose avec l'histoire, là, j'aurais pu en parler comme pour richesse, la colonisation, décolonisation, et puis comment les pays qui ont été colonisés peuvent tirer leur épingle du jeu alors qu'ils accusaient un retard historique. Bon, évidemment qu'il y a de l'histoire aussi pour richesse. Population, je ne vais pas les commenter chacun, mais c'est certain que pour population, on peut facilement voir que la géographie est super importante, elle est probablement capitale et centrale, mais nécessairement les mouvements de population, beaucoup s'expliquent par l'économie et puis des problèmes politiques d'instabilité. Alors je vais me garder là, de faire le même exercice pour le thème tension et conflit, puis je ne le ferai pas évidemment pour les thèmes environnement et pouvoir, puisqu'ils ne sont pas au programme. Par contre, pour le thème pouvoir, je me permets un aparté parce que beaucoup de gens
déplore effectivement que, relativement à l'importance de l'enjeu de l'environnement, que ce soit disparu. Mais pour le sens du programme, beaucoup ont vu que dans Pouvoir, on permettait aux élèves de se familiariser avec des institutions internationales et que maintenant, il y a comme un chaînon manquant dans le programme. Environnement, c'est un problème peut-être de réalisme avec le fait que c'est un grand problème du monde actuel, puis ça disparaît, puis ça pose problème dans ce sens-là, mais ça vient peut-être pas déséquilibrer autant la structure du programme que la disparition du thème pouvoir. Si vous me permettez, comme j'ai collaboré ou j'ai été un des rédacteurs du programme Monde contemporain, je pourrais un peu vous parler de ce thème-là, pouvoir. Beaucoup de gens au Québec, puis les éditeurs aussi, les manuels, ont compris que c'était surtout les institutions du pouvoir, puis ça a été beaucoup présenté comme ça, mais en réalité, quand on va voir le problème et les enjeux, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui vient tirailler les États dans un contexte de mondialisation. Donc, je me suis mis quelques notes pour vous aider à suivre mon raisonnement. Le thème pouvoir, c'est l'enjeu central et transversal, en fait, du programme. C'est pour ça que peut-être chacun perçoit qu'il y a un chaînon manquant important. Et puis, le titre original avec lequel nous, on travaillait, c'était « Gouvernance mondiale ». C'est-à-dire que dans le contexte actuel, comment dans le contexte mondial d'aujourd'hui, exemple la mondialisation des ensembles politiques et économiques comme l'Union européenne, etc., comment les pouvoirs sont en redéfinition constante entre des États d'une part et les regroupements et institutions supranationales d'autre part. Donc, l'enjeu de souveraineté, on pense ici au Brexit, la souveraineté versus le grand ensemble. On pense aussi à des institutions qui vont venir parfois gérer la dette. Il y a eu le cas de la Grèce, là, comment on va rembourser la dette, où ça vient entraver la souveraineté, comme pour la Grèce, carrément les politiques sociales étaient presque imposées par rapport à leurs problèmes d'endettement puis de faillite. Mais il y a plein d'États actuellement en Amérique latine qui sont pris dans ce jeu-là, et en Afrique aussi, notamment, en Asie aussi, de toute façon. Donc, comment dans le contexte mondial, comment les États réussissent à tirer leur épingle du jeu, alors même que la mondialisation et puis le contexte actuel appellent à une redéfinition de ces pouvoirs-là. Et on pourrait même aller plus loin en disant qu'il y a des thèmes comme les faillites de l'ONU, notamment pour ce qui est de la question du génocide au Rwanda, qui touche le thème tension et conflit de monde. Les faillites de l'ONU, comment l'ONU, une institution d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, comment cette ONU-là a eu des succès, mais aussi une faillite, étant donné qu'elle n'a pas réussi à dans le fond, prévenir ou empêcher le drame du Rwanda. C'est un exemple, il y en a bien d'autres. Puis aussi, le thème environnement est disparu, mais comment aujourd'hui les États réussissent-ils à s'entendre ou à ne pas s'entendre en matière de mouvements migratoires? Est-ce qu'il doit y avoir des normes internationales et puis des institutions qui vont devoir gérer ça? Puis en Europe, ça pose problème parce que beaucoup de pays puis beaucoup de mouvements populistes vont vouloir contrôler par pays. Puis en même temps, on peut comprendre que les pays se voient perdre du pouvoir par rapport à l'Union européenne avec la zone Schengen, qui fait que quand on entre dans un État, on se retrouve en Europe et puis pas nécessairement dans un pays. Donc, un immigrant illégal pourrait éventuellement se déplacer d'un endroit à un autre, ou plutôt un réfugié en l'occurrence ici. Puis, la même chose en matière d'environnement, quand on pense au changement climatique, est-ce que les États réussissent à s'entendre si chacun des États le voit avec leurs yeux ou leurs intérêts nationaux? Je pense au Canada avec la signature du traité de Paris, mais des contradictions dans nos politiques internes, comme pour ce qui est de l'oléoduc Trans Mountain. Donc, comment les États réussissent à s'entendre, puis si on réussit à s'entendre, est-ce qu'on respecte, est-ce qu'il y a une police environnementale, est-ce qu'il y a un gouvernement mondial? Bien sûr que non, ça pourrait être une dictature verte, mais n'empêche que le contexte de mondialisation crée des problèmes qui sont difficiles à gérer s'il n'y a pas une vision mondiale des choses. Donc, le thème pouvoir, à mon avis, il devrait encore exister, puis si les enseignants, vous êtes capables de le placer comme un enjeu de pouvoir mondial qui présente
des redéfinitions, puis des problématiques, ben, c'est le thème transversal. C'est très, très complexe pour des élèves, mais sur l'année, en y allant un thème à la fois, puis en le voyant comme une hypothèse de base, puis peut-être une synthèse du cours, il y a moyen d'y arriver, ça c'est certain. Et puis, bien entendu, de ne pas s'empêcher de traiter des questions qui sont relatives, disons, aux institutions internationales pour que les élèves les maîtrisent bien. Ceci étant dit, j'ai beaucoup parlé de contenu, mais en réalité, pour le monde contemporain, si on veut faire toujours pour notre question de base, chercher à répondre ou à trouver ou je veux vous proposer des principes didactiques. Alors, ces principes-là, ils sont relatifs au contenu, bien entendu, mais avec un arrimage entre les savoirs et les savoir-faire. Si on voulait parler renouveau pédagogique, on pourrait dire entre les connaissances et les compétences, en fait. C'est un peu la même idée. Alors, je vous propose quelques principes didactiques que j'ai mis de l'avant au fil des années avec mes collègues dans notre équipe à mon école. Premier principe, l'approche transdisciplinaire du programme Monde va être optimale ou efficiente seulement si l'élève est en action. Exemple, si on propose à l'élève de se poser des questions, émettre des hypothèses, faire lui-même sa recherche, lui et elle-même, l'élève va faire ses recherches, validation d'informations, etc. Est-ce que ça veut dire que l'enseignant est seulement un médiateur qui regarde l'élève faire des projets puis qui fait rien d'autre? Bien sûr que non. Il va donner des trucs de recherche, il va proposer une tâche complexe ou des tâches complexes, il va aider les élèves. Il va encore évidemment animer, faire du sens avec les élèves, questionner. Donc, je ne vois pas l'idée que c'est seulement l'élève toujours qui est en autonomie, mais il faut que l'élève soit fréquemment en action si on veut que cette approche transdisciplinaire-là puisse fonctionner. Pourquoi je dis une telle chose? C'est qu'on part d'un problème du monde d'aujourd'hui et on va le voir à travers plus d'une lunette que sont histoire, géographie, économie et politique. Donc, si on veut que ça fonctionne, il faut nécessairement que le jeune puisse être peut-être quelque chose comme qui s'inscrive dans une démarche de recherche. Et justement, parlant de démarche de recherche, c'est mon second point, mais il est vraiment lié à l'approche transdisciplinaire. La démarche de recherche, c'est mentionné à plusieurs endroits dans le programme Monde contemporain. De quoi parle-t-on quand on parle de cette démarche de recherche-là? On parle essentiellement de la démarche classique en sciences sociales ou sciences humaines, elle-même qui ressemble beaucoup à la démarche des sciences, là, qui est l'hypothèse, etc., là, puis vous la connaissez bien. Mais dans le programme, c'est quand même bien visible avec les compétences 1 et 2 qui sont presque tellement imbriquées et interreliées l'une l'autre en monde que ça en est presque une compétence, puis on pourrait dire que cette imbrication-là des deux compétences serait la démarche de recherche. Et si vous me permettez, je vais mettre ici un extrait du programme Monde contemporain qui est ici à la gauche, là, et je me permets de souligner en faisant la lecture avec vous. Donc, dans le programme Monde contemporain, les situations d'apprentissage, juste pour vous situer, excusez-moi, c'est à la page 8 du programme. Donc, dans le programme Monde, les situations d'apprentissage et d'évaluation exigent des élèves qu'ils étudient le monde actuel au-delà de ce qu'ils connaissent et observent et perçoivent spontanément, afin d'approfondir leur compréhension des termes. Ils doivent donc s'inscrire dans une démarche de recherche, expérimenter des stratégies, établir des liens entre ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils vont découvrir. Donc, ici, on a à peu près une idée générale du pourquoi et un peu du comment, mais c'est pas tout à fait aussi clair que si j'allais voir à un autre endroit du programme, et puis avec vous, je vous montrais, je me suis permis ici de mettre côte à côte les deux compétences du programme. Et quand on fait une lecture attentive, on se rend compte que la problématisation est permise et suggérée et c'est vraiment une modalité qui serait intéressante pour les enseignants dans leur transposition didactique. La problématisation, il y a déjà un problème suggéré, mais on peut toujours arriver avec des problèmes ou l'en faire choisir par les élèves. Et puis, à ce moment-là, on va retrouver des éléments comme le contexte, des faits, des acteurs, des relations,
mise en relation et on voit vraiment que l'élève est dans une quête d'information et dans une démarche de recherche, puis il va même aller faire une approche comparative. Et puis, c'est certain que parfois, il est en autonomie, parfois on donne des dossiers documentaires, mais quand on le fait comme ça, l'élève est en action et puis ça peut fonctionner. Il va pouvoir aller chercher valeurs, intérêts relatifs au point de vue. Il va reconnaître aussi que sa démarche de recherche, elle a un biais d'où vient l'information, comme souvent dans les médias. Et puis, ultimement, on va pouvoir partager et s'ouvrir à l'autre. Et puis, on peut en conclure que finalement, les deux compétences donnent une idée de ce que pourrait être une démarche de recherche dans le programme Monde. Il y a des extraits où c'est mieux expliqué aussi, notamment dans le sens de la compétence 1 et dans le sens de la compétence 2. Troisième point que je propose aussi, c'est les connaissances déclaratives sont peu nombreuses en monde contemporain, puis sont pas toujours, c'est pas toujours évident les petites connaissances du programme puis de la progression des apprentissages, la précision en fait. C'est pas toujours évident, mais toute connaissance fera plus de sens que si elle est contextualisée. On parle beaucoup dans le programme et dans les programmes d'univers social du renouveau pédagogique, de conceptualisation. C'est une approche, la conceptualisation, qui permet d'aller chercher des connaissances plus générales, puis de les greffer à des savoirs que les élèves ont déjà, et puis à leur connaissance antérieure, puis d'aller plus loin en mettant de la chair autour de l'os. Si vous permettez, je me permets ici de vous présenter un exemple un petit peu de la démarche de recherche. Excusez-moi, j'aurais dû le faire tantôt, je l'ai complètement oublié. Mais dans le programme Monde, nous, on fait faire aux élèves une activité dans laquelle il y a un cahier où l'élève va devoir faire un bilan. C'est pour ça qu'on a mis un stéthoscope, l'état du monde actuel, à plus d'une échelle. On reconnaît ici les échelles géographiques. Éventuellement, il va devoir expliquer et trouver des conséquences, donc cause-conséquence, et trouver des solutions en faisant un débat. Donc ça, ici, c'est plus sur la démarche. Mais je voulais aussi vous montrer un autre extrait par rapport à la conceptualisation. J'en étais au point sur les concepts. Excusez-moi pour cet aparté puis ce flashback. Là, j'avais échappé ce ballon-là. Mais je reviens à l'idée de la conceptualisation. Je donne ici un exemple que nous, on fait dans notre cahier sur le thème richesse, le développement. Vous voyez que la page ici, on fonctionne avec une idée de qu'est-ce que je sais déjà, moi comme élève, et puis éventuellement, on va essayer de trouver ensemble une définition. Même chose pour voir un pays qui serait plus ou moins développé en passant par un sous-concept que seraient les infrastructures. Hein? Puis on sait qu'il y a des pays qui sont dépourvus en infrastructures de qualité, ont de la difficulté à tirer leur épingle du jeu dans le contexte de mondialisation qui fait que chaque société est un peu en concurrence avec une autre. Et avec les élèves, on va même les amener à dire, finalement, le développement, c'est pas seulement un concept économique, mais bien un concept qui va plus largement, donc c'est-à-dire qui ne va pas plus largement, c'est mal dit. Ce que je veux dire, c'est que pour comprendre le développement, on doit élargir la lunette, et puis c'est pour ça que l'ONU a créé l'IDH, qui est le développement humain, dans lequel on ajoute les facteurs comme l'espérance de vie, donc tout ce qui est la santé, l'alimentation, qui est relatif à notre qualité de vie, évidemment le PIB, puis le niveau d'éducation d'un État. Et puis, je n'ai pas besoin de vous faire le cours là-dessus, mais c'est pour vous dire que on part d'une approche générale et puis on arrive à des connaissances plus particulières. C'est un peu ce que je voulais vous démontrer ici dans la transposition didactique. Donc, conceptualisation, ça c'est winner. Une autre chose, les élèves s'ouvrent aux opinions des autres par leur recherche et ils en discutent en classe. Nous, en fait, on fait une activité par rapport au thème population, immigration, où les élèves vont faire une étude de cas. On leur fait piger un immigrant et ils vont devoir trouver un pays dans l'hémisphère nord et un pays dans l'hémisphère sud où ils vont migrer, mais en lien avec la situation de l'immigrant. Donc, selon qu'il est l'immigrant qu'ils ont pigé, un profil d'éducation X ou Y, il va falloir qu'ils considèrent les aspects d'employabilité, exemple,
pour trouver des états où ils seraient le mieux intégrés, puis ce serait le plus facile pour eux de fonctionner. Et puis, ça décentre, une activité comme ça décentre de toujours voir les mouvements migratoires par les sociétés d'accueil. Très intéressant, mais une fois que chaque élève a fait sa recherche sur ses états, sur son immigrant, ben, il y a une table ronde qui se fait. Donc, on s'ouvre aux opinions des autres, on fait une recherche, on a une discussion, c'est super intéressant. Et puis, c'est un exemple ici, mais l'enseignant, évidemment, il est central là-dedans. Les discussions se font aussi avec des pairs. On fait aussi un débat sur l'inégalité dans la répartition de la richesse avec la recherche de solutions. Donc, cognitivisme pour la conceptualisation, puis une école ici qui est liée au socio-constructivisme, bien évidemment. Mais vous voyez qu'il y a moyen de le faire concrètement aussi, ce que je voulais vous dire dans la transposition didactique. Je crois que j'en suis à mon dernier point. Le dernier point, c'est l'éthique. Les technologies de l'information et des communications sont vraiment nos amis. Je sais que dans certaines écoles, c'est difficile d'avoir accès à un laboratoire d'informatique ou un chariot roulant, puis il faut réserver, puis là, notre séquence pédagogique est cassée parce qu'un autre prof a réservé, alors que nous, on a besoin pour un groupe, puis ça fonctionne pour 5 de nos 6 groupes, exemple. Je sais que c'est un problème, mais petite suggestion, l'éthique en monde contemporain, avant de faire la suggestion, simplement dire que ce sont des fenêtres de compréhension pour des textes, pour des vidéos. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. J'avais évoqué un reportage en zone de tension et conflit. Ben nous, on est capable de dire à l'élève, je te garroche avec un équipement de journaliste dans une zone de guerre, je te garroche en bas d'un hélicoptère, arrange-toi avec ton parachute, ton petit microphone, puis ton stylo, puis ton cahier de notes, puis vas-y. Mais en fait, c'est une figure de style, c'est une métaphore, mais les technologies permettent qu'ils puissent faire cette chose-là, puis ils adorent ça. C'est une tâche complexe, mais une fois la panique passée, de faire du sens alors qu'ils ne connaissaient rien, 2-3 cours, puis ensuite les 4-5 cours suivants, c'est vraiment une activité de 8 périodes, là. Ultimement, ça fonctionne vraiment bien. Vous allez dire, oui, mais c'est ça, si je n'ai pas accès à des chariots, je voulais vous donner le truc. Il existe le principe du BIOD en anglais, le Bring Your Own Device. En français, c'est apporter votre appareil numérique. Si dans votre école, il est permis que les jeunes puissent apporter un ordinateur à eux, puis accéder au réseau informatique, le genre le Wi-Fi, tout ça, ou avec leur téléphone, ça fonctionne vraiment bien. C'est déjà une alternative, si c'est permis par l'école, puis si vous vous sentez à l'aise avec ça. Il y a une gestion à faire de classe en lien avec ça, mais c'est pas mission impossible, puis il y a beaucoup de bénéfices, il n'y a pas que des inconvénients. Mais l'autre chose que je voulais vous dire, que nous, on a mis de l'avant dans notre école, c'est que on est allé voir dans le programme, puis dans le programme, ping! Il y a un extrait qui vient vraiment aider les enseignants à défendre l'idée que ça prend vraiment des technologies dédiées et puis des abonnements à des périodiques, des choses comme ça pour le programme Monde. Je dirais que c'est d'autant plus utile aussi en éducation financière, donc il y a moyen de convaincre des équipes de direction. Nous, on l'a fait, on s'est fait un document pour trouver un argumentaire, puis on a accès à 10 iPads, 2 chariots de Chromebook de 20 appareils, et puis il n'y a même pas de jaloux dans l'école parce que les gens comprennent que nous, on utilise et que les jeunes apprennent, puis l'analogie que je ferais avec ces moyens-là qui nous ont été octroyés, puis on s'est quand même défendu. Pas défendu, mais on a défendu l'idée, on l'a mise de l'avant, on a fait notre marketing. Mais l'analogie qu'on fait, c'est, mais est-ce qu'on pourrait faire des sciences sans laboratoire? Puis est-ce qu'on peut faire de l'éducation financière et du monde contemporain sans avoir des fenêtres sur le monde que sont les technologies de l'information? Puis la réponse, c'est pas mal, pas non, mais c'est pas mission impossible, mais ça complexifie quand on n'a pas les outils. Donc, je vous invite à aller voir dans le programme. Je vais vous montrer l'extrait, je l'ai relevé pour vous, mais je sais pas, moi ici en ce moment, j'ai la version du programme à 100 heures, mais j'ai l'impression que c'est la même page pour la version à 50 heures. Et puis, donc, l'enseignant s'assure de faire de la classe un lieu riche et stimulant, c'est-à-dire un lieu où les élèves ont accès à une diversité de ressources. Et le recours à des ressources variées suppose que les élèves aient facilement accès aux technologies de l'information et de communication, autant comme outils de recherche que comme support dans leur réalisation. Par ailleurs, le monde est comme il est en perpétuel changement avec les événements
qui ponctuent l'actualité, ben, l'étude des problèmes et enjeux exige que les élèves s'intéressent à l'actualité. Donc, il importe que l'école offre des ressources sans cesse renouvelées. Vous voyez qu'ici, on va même plus loin que simplement dire l'enseignant. On parle de l'école doit offrir des ressources sans cesse renouvelées. Alors, nous, à partir de cet extrait-là, on a fait du chemin, mais en même temps, on a livré la marchandise comme équipe. Mais je suis certain que si vous êtes au chantier en ce moment, vous êtes ce type d'enseignant-là et d'enseignante qui avait déjà fait cette chose-là vous-même ou qui avait l'idée de le faire. Mais je vous invite à le faire. Puis le programme le prescrit tout court. Hein? Il importe que l'école offre des ressources sans cesse renouvelées. Merci. Au revoir.